Hop, bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez tous bien? En tout cas, de mon côté, j'espère que vous allez tous bien. Hop là. C'est la partie pas très amusante où j'essaye de voir si tout le monde m'entend. Si la musique est pas trop forte. Salut Noémie, est-ce que tu m'entends? Ah nickel. C'est parti, hein. Nous pouvons donc commencer. Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de l'association du Webtoon Café, la chaîne qui vous propose des espaces de libre-échange, de discussion et d'apprentissage autour du Webtoon francophone. Du coup, ce soir, je vous propose de voir et d'apprendre avec vous la suite de mon introduction à l'anatomie. J'avais déjà fait une partie 1, on avait vu toutes les bases du squelette humain, et donc là, ça va être la partie 2. Normalement, ça va se dérouler en 3 parties. Et du coup, pour la première partie, si ça vous intéresse de la regarder, elle sera bientôt en rediffusion sur YouTube, comme cette partie-là et normalement la suivante. Hop, donc à la carte. Donc, la dernière fois, j'avais fait un petit récap sur les proportions humaines en dessin. J'avais énormément expliqué en long, large et en travers toutes les parties du squelette humain. Là, ce soir, je vais vous faire une description, un petit récap sur les muscles. Qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert et de quoi c'est constitué. Puis je vais ensuite faire tout le récap des muscles du membre supérieur. Donc ce qu'on avait vu, c'est le bras et les muscles du tronc. Pour la dernière partie, on verra vraiment tous les muscles du membre inférieur. Parce que ça va déjà être une grosse partie là, je pouvais pas tout faire. Et vous allez m'en remercier à la fin. Donc, description des muscles du squelette. Yes, je suis allée beaucoup trop loin, pardon. Donc, on retrouve plus de 640 muscles répartis un peu partout dans le corps humain. Lorsqu'ils sont attachés aux os grâce aux tendons, ils permettent le mouvement des différentes parties du corps en s'allongeant ou en se contractant. Aussi, les muscles peuvent stabiliser les articulations, ça permet de garder une posture et maintenir une température corporelle adéquate. C'est justement grâce à la chaleur qu'ils dégagent et à leur contraction. Je vais essayer de voir pour baisser la musique, parce que je sais pas si vous l'entendez fort, mais moi je l'entends quand même vachement fort. Voilà. Désolée, je suis assez sensible, c'est pour ça que je me permets. Donc il y a 3 types de muscles. Il y a les muscles striés, c'est les plus importants dans notre corps humain. Les muscles lisses, c'est globalement ce qui constitue tous ceux dans nos organes. Et les muscles cardiaques, donc les muscles à l'intérieur de notre cœur, qui sont très importants. Les muscles striés, aussi appelés muscles squelettiques, sont attachés aux os du squelette et sont régis par la volonté de l'individu. Comme on peut le voir sur l'image, ce type de muscle remarquable par l'alternance de bandes sombres et claires lui donne en fait l'apparence d'être strié. C'est pour ça que ça s'appelle un muscle strié. Il peut déployer une grande force, mais sur une période de temps plutôt brève. En effet, ils ont besoin d'une période de repos entre les activités intenses et on peut donc dire qu'ils sont peu d'endurance. Tout ça c'est dû vraiment au délire de ça a besoin d'oxygène, de beaucoup de nutriments, etc. J'allais faire la blague de c'est pour ça qu'on a des contractions au bout d'un moment. Pour les muscles lisses, quant à eux, en fait, leurs mouvements sont involontaires. Leur activité, elle n'est pas contrôlée par la volonté de l'individu. On les retrouve dans les parois des organes internes, donc comme je le disais précédemment, tels que l'estomac, les vaisseaux sanguins, la vessie. Ce type de muscle est moins fort que les muscles striés, mais ils sont beaucoup plus endurants. Ils travaillent lentement et sur de longues périodes de temps. Donc cela, il ne va pas y avoir de contraction, on ne va pas avoir des douleurs parce qu'il est courbaturé. Et pour finir, le muscle cardiaque, c'est seulement retrouvé au niveau du cœur. Il fonctionne de manière involontaire, il a une apparence légèrement striée,
ce qui en fait un mélange en fait des caractéristiques du muscle un peu lisse et strié. Voilà le petit récap que je vous ai fait. Je me suis permis de vous mettre une petite photo de l'ensemble des muscles qu'on peut voir de dos. Ça vous fait une petite introduction de ce qu'on va voir par la suite. Donc là, je vous fais un petit récap de la structure des muscles. Donc le muscle strié, lui, il est composé de fibres. Tous les muscles striés ont la même structure. Chaque muscle est constitué de faisceaux qui sont eux-mêmes constitués de nombreuses fibres musculaires, aussi appelées cellules musculaires. Et le regroupement en fait des faisceaux est retenu. En fait, c'est vraiment le regroupement de tous ces faisceaux qui crée un ensemble. Et tout ça, c'est retenu par une membrane appelée l'épimysium. Désolée si je mâche un peu mes mots. Et la partie rouge du muscle est aussi appelée ventre. Et on peut retrouver aux deux extrémités des bandes de tissu conjonctif blanchâtres qui forment les tendons. Ceux-ci sont les points d'attache aux os du squelette. Voilà. Là, je fais vraiment un cours hyper théorique, très bio. Donc, désolée si je parais pas hyper naturelle. C'est vrai que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas revu par cœur. J'ai besoin d'un petit peu lire mes notes. Donc pour le muscle lisse, c'est un peu le même principe, mais totalement différent. Mais je trouvais en fait plus intéressant de vous ayez le visuel de vraiment la différence entre les muscles lisses, les muscles striés et les muscles un peu cardiaques. Donc voilà, une structure d'un muscle lisse, strié. C'est la fatigue. Donc ça permet vraiment de mettre en valeur tout ce que je disais, que un muscle c'est constitué de faisceaux, qui est ensuite constitué de fibres, qui est ensuite constitué de myofibrilles. Voilà, j'allais me tromper sur le nom. C'est vraiment comme un gros paquet avec plein de petits paquets à l'intérieur. Et d'où le fait qu'un muscle, plus il est musclé, plus il prend du volume. C'est notamment pour ça que je me suis permis de faire ce rappel, parce que mine de rien, en dessin, le plus important, c'est de comprendre les volumes, les masses, et mine de rien, comprendre la composition d'un muscle, ça permet d'avoir en tête quel volume peut prendre un muscle à tel endroit, etc. Donc, le muscle du membre supérieur. Avant de commencer, je vais d'abord... normalement, je vais faire un récap d'à peu près tous les muscles. Il y a certains, c'est pas obligé d'apprendre par cœur. Disons que le plus important, c'est savoir placer des volumes, notamment les volumes superficiels, donc c'est-à-dire ceux qu'on voit tout de suite à même la peau. C'est-à-dire les muscles profonds, c'est intéressant de les connaître pour comprendre le mouvement du corps. Si vous les connaissez pas par cœur, par exemple les muscles spinaux du dos, on va le voir, c'est pas très grave. Je vais prendre toujours sur le dos, indirectement, le volume le plus important à connaître et à placer, c'est le trapèze. Mais ça, on va y retourner. Donc, c'est juste pour dire que si je m'attarde pas trop sur certains groupes de muscles, c'est normal. C'est parce qu'en dessin, c'est pas forcément les plus importants. Et puis tout ça, vous le verrez bien sur un autre des lives de Poison. Je reviendrai à la conclusion. Donc, les muscles du membre supérieur. On va commencer par les muscles pectoraux, donc au niveau de l'épaule. Donc le membre supérieur, ça va être tout le bras, mais en même temps l'épaule. Donc là, je vais m'attarder sur les muscles de l'épaule. Donc au niveau de l'épaule, nous avons donc plusieurs muscles pectoraux. On va avoir le grand pectoral. Il permet l'adduction et la rotation interne de l'humérus grâce à son point fixe au niveau du thorax. Il y a le petit pectoral, situé sous le grand pectoral. C'est un muscle thoracique profond. Il permet, avec le muscle subclavier, l'abaissement de l'épaule, mais il joue aussi un rôle antipulseur. Donc un rôle antipulseur, c'est un mouvement qui amène un membre supérieur en avant. Donc un mouvement
et un rôle antipulseur de la scapula, l'omoplate, et rotateur interne de la scapula. Si je vais trop vite, n'hésitez pas à me le dire. Ensuite, le subclavier, situé du coup sous le grand pectoral. Il s'étend latéralement de la partie antérieure et médiale de la première côte à la face inférieure de la clavicule. Il abaisse la clavicule et par conséquent participe à l'abaissement du moignon de l'épaule. Hop, là, on va s'intéresser au groupe un peu plus superficiel. On aperçoit déjà le trapèze. Ah, bonsoir Mégu, comment tu vas ? Trapèze, c'est le muscle élévateur de l'épaule et fixateur de la scapula contre le thorax. C'est l'un des volumes les plus importants du dos. Ensuite, il y a le deltoïde. Principale fonction de ce muscle, c'est l'abduction du bras et du coup le mouvement d'écartement latéral. Ensuite, il y a le grand dorsal. C'est un point fixe au niveau du tronc. Il permet l'adduction, la rotation interne et la rétropulsion, soit l'extension du bras. Il permet ainsi de porter la main vers la face opposée tout en abaissant l'épaule. Ensuite, là, je fais juste un mini récap des autres muscles. Va y avoir aussi le grand dorsal sur la photo, mais on va plus en parler quand je parlerai du tronc. Hop. Donc la coiffe des rotateurs. La coiffe des rotateurs, c'est le nom donné à l'ensemble musculaire que je vais vous évoquer maintenant. La raison pourquoi ça s'appelle comme ça, c'est que en fait tous ces muscles ont plus ou moins le même point d'attache au niveau de l'humérus. Et comment expliquer ça ? En fait, j'ai l'image en tête, mais c'est assez compliqué à expliquer. Et du coup, en fait, comme ils sont à peu près tous reliés au même endroit, ça a une forme assez particulière. C'est très compliqué à expliquer, mais vous verrez. Le plus important, c'est la coiffe des rotateurs. C'est tous des muscles qui permettent de faire bouger l'épaule. C'est ce qu'il faut retenir. Donc, la coiffe des rotateurs, va y avoir la subscapulaire. Excusez-moi. Le tendon du subscapulaire est un tendon de la coiffe des rotateurs. Voilà. Il est horizontal, passant en avant de la tête humérale, ayant ainsi un rôle de stabilisateur. Mais son action principale, c'est la rotation interne, c'est-à-dire mettre la main dans le dos. Après, il y a le sus épineux. Son muscle est situé sur la face supérieure de l'omoplate, au-dessus de l'épine, d'où son nom du coup, et se fixe par son tendon au sommet de la grosse tubérosité, osseuse, soit le trochanter de l'humérus. Donc voilà, c'est le principe que j'expliquais avant. Là, tous les muscles, ils ont différents points d'appui, mais globalement, à un endroit, ils sont reliés au niveau de l'humérus, au sommet. Je me suis très mal exprimée, mais c'est pas grave. Et du coup, le sus épineux, de par sa position, il participe à l'élévation antérieure et à la rotation externe du bras. Le sous-épineux, à l'inverse du sus épineux, il participe à l'élévation et à la rotation du bras. C'est un muscle de l'épaule et il siège derrière l'omoplate, d'où le sous. Ensuite, il y a le petit rond. Le petit rond, c'est un muscle qui permet la rotation externe de l'épaule et aussi une légère abduction. Il tire et stabilise la tête de l'humérus. Voilà, c'est le terme que j'arrive pas à dire, la tête de l'humérus. Je sais pas pourquoi j'ai un blocage avec ce mot. Et du coup, tous ces muscles-là ont le même point d'accroche à un endroit, c'est la tête de l'humérus. Donc, le groupe profond de la coiffe des rotateurs, ceux qu'on voit un petit peu moins, va y avoir...
Non, je crois que je me suis trompée de slide. Là, c'était encore une slide sur tous les muscles que je vous ai parlé juste avant, qui vous permet de voir en long, large et en travers où ils se trouvent. Hop, voilà, ils sont là, mes muscles profonds. Il y a l'élévateur de la scapula. Je le répète pour les petits nouveaux, la scapula, c'est anciennement l'omoplate. Donc, il s'insère au niveau du processus transverse des vertèbres cervicales 1 et 4. Ça va jusque-là? Et il se termine sur le bord médial de la scapula. En gros, c'est au niveau de vos vertèbres, quoi. Les processus transverses, c'est des vertèbres. Donc, il se termine sur le bord médial de la scapula, au-dessus de l'épine. Voilà. Et c'est un muscle dit profond qui est recouvert par le trapèze. En fait, c'est ça. Quand on parle de muscles superficiels, c'est qu'il y a la peau et ensuite il y a les muscles. Les muscles profonds, c'est il y a un muscle par au-dessus. L'élévateur de la scapula a plusieurs rôles lorsque le point fixe est la colonne vertébrale, enfin la colonne cervicale ici. Il élève avec une légère adduction et met en sonnette interne la scapula. Lorsque l'omoplate est le point fixe, il permet une extension, une inclinaison et une rotation du côté homolatéral. Ensuite, il y a le petit rhomboïde. Il permet la fixation de la scapula contre le thorax et l'adduction et l'élévation de la scapula. Il y a le grand rhomboïde. Il permet de rétracter, d'élever et de faire tourner l'omoplate. Ensuite, il y a le grand rond. C'est souvent ça avec les muscles. Il y a le grand et le petit. Donc le grand rond, le muscle grand rond est un adducteur et rotateur médial du bras. Il est aussi extenseur accessoire du bras. Puis il y a le dentelé antérieur. Il maintient la scapula appliquée sur le thorax. En prenant appui sur la scapula, il élève les côtes et devient inspirateur accessoire. Donc là, j'ai fini d'élaguer les muscles au niveau de l'épaule. On va passer maintenant aux muscles du bras. Donc, là, simple. On a le biceps brachial, on le connaît. Donc le biceps brachial est directement impliqué dans différents mouvements du membre supérieur, la supination de l'avant-bras, la flexion du coude, dans une moindre mesure, le fléchissement du bras vers l'épaule. Alors, c'est vrai que là, j'utilise un peu des termes compliqués. Je fais pas trop de définition parce que dans toute ma première partie, j'avais pris bien le temps de faire un récap. C'est pour ça que là, je vais un petit peu vite et je réexplique pas ce que c'est la supination. Même si, là, je vais le dire, la supination, c'est le mouvement de quand on retourne le bras. Donc d'avoir la paume de la main soit face au sol, soit vers le ciel. Donc, si vraiment je vais trop vite, n'hésitez pas à me le dire. J'ai pas de souci à me répéter et à faire des définitions. Il n'y a aucun souci, je suis là pour ça. Mais voilà, je tenais à vous dire, si je vais rapidement, c'est parce que j'avais déjà fait un petit récap. Pour la suite, le muscle coracobrachial. À vos souhaits. Ce muscle est superficiel et en partie visible sur la face interne du bras, près de l'aisselle, lorsque le bras est élevé. Il s'étend le long de la portion courte du biceps brachial, mais il est séparé de ce dernier. Il est fléchisseur et adducteur du bras au niveau de l'articulation de l'épaule. Et après, y a le brachial. Le muscle brachial est essentiellement fléchisseur du coude. C'est l'un des 3 principaux fléchisseurs du coude, avec le biceps brachial et le brachio-radial, ce dernier étant un muscle de la loge postérieure de l'avant-bras. Je crois qu'on le voit mieux dans cette slide-là. Donc, notre brachial. Le dernier muscle du coude du bras, ça va être le triceps brachial. Et lui, il permet l'extension du coude et la rétropulsion de l'épaule. Je vais donc parler maintenant de l'avant-bras. Hop là. Ça n'a pas marché. Voilà. Pour l'avant-bras, je vais beaucoup parler de loge. Donc loge antérieure,
loge latérale, loge postérieure. Avant de vous détailler ce qu'il y a dans les loges, qu'est-ce qu'une loge ? Une loge, pour la faire courte et simple, une loge, c'est un regroupement de muscles. Voilà. Et en fait, l'avant-bras, il y a 3 loges. Et ces 3 loges ont plus ou moins une fonction. Donc l'avant-bras, l'avant-bras est schématiquement divisé en 3 loges anatomiques. La loge antérieure, qui contient les muscles fléchisseurs du poignet. La loge latérale, qui contient les muscles extenseurs. Et la loge postérieure, qui contient les extenseurs du poignet et les fléchisseurs de l'avant-bras. Ouais. Donc, par exemple, c'est ceux-là où vous n'avez pas besoin d'apprendre tous les noms par cœur. Retenez juste 3 loges, 3 volumes, où et à quoi ils servent. C'est déjà incroyable. Mais donc moi, je vais quand même m'attarder sur les noms. Donc la loge antérieure, on a le rond pronateur, le fléchisseur radial du carpe, le long palmaire, le fléchisseur superficiel des doigts, fléchisseur ulnaire du carpe, long fléchisseur du pouce, le carré pronateur, le fléchisseur profond des doigts. Ouais. Voilà tous les petits muscles qu'on a dans la loge antérieure. Et donc, la loge antérieure, elle, c'est tous les muscles fléchisseurs du poignet. Ouais, comme tu dis, il y a les noms... Mais au moins, les noms parlent d'eux-mêmes. Fléchisseur profond des doigts, c'est bon, on comprend, il permet de fléchir. Ensuite, pour la loge latérale, donc là, on voit les groupes profonds. On a le brachioradial, le long extenseur radial du carpe, court extenseur radial du carpe et le supinateur. Donc je me répète, la loge latérale, c'est les muscles extenseurs. Ensuite, la loge postérieure, le groupe superficiel, on a l'enconé, l'extenseur des doigts, l'extenseur du petit doigt, l'extenseur ulnaire du carpe. Et pour le groupe profond, on a long abducteur du pouce, le court extenseur du pouce, l'extenseur de l'index et le long extenseur du pouce. À vos souhaits encore une fois. Je remets un peu les deux pour que vous ayez un visuel. Donc voilà, si je reprends depuis le début, le tout début, retenez 3 groupes de muscles. Donc une bonne grosse partie, j'ai eu le réflexe de mimer avec ma main, mais vous pouvez pas voir ma main. Donc une bonne grosse partie ici, hop, une bonne grosse partie ici. Sachant que, alors, c'est le... Je dirais que de mémoire, c'est le brachioradial. Celui-là, il est plutôt bien visible. Si vous arrivez à bien le placer, globalement, vous donnez toute la forme du bras, de l'avant-bras notamment. Et le dernier, le groupe postérieur. Hop. Hop. Donc, on va donc passer aux muscles de la main. Donc, même principe que pour l'avant-bras, ça va fonctionner en loge. Il va y avoir la loge ténare. Donc, dans la loge ténare, il y a le court abducteur du pouce, le court fléchisseur du pouce, l'abducteur du pouce et l'opposant du pouce. Voilà. Il va y avoir la loge hypoténare avec le court palmaire, l'abducteur du V, donc c'est le petit doigt, le court fléchisseur du V et l'opposant du V. Ensuite, on a la loge palmaire moyenne avec 4 muscles lombricaux, 3 muscles interosseux palmaires et 4 muscles interosseux dorsaux. Je les remets parce que je suis allée vite. Hop, donc une première partie, une deuxième partie et une dernière partie. Voilà pour moi. Je viens de voir l'heure. Ça fait déjà une demi-heure et j'ai fait que le bras. Vous comprenez pourquoi j'ai eu besoin de faire ce live en plusieurs parties. Donc maintenant, on va parler des muscles du tronc. Donc, je vais d'abord parler des muscles qu'on voit de face, puis de manière postérieure. Donc là, je vous mets une petite illustration
pour vous mettre en bouche ce que nous allons voir. J'espère que vous êtes bien au chaud avec un bon plaid, un bon chocolat chaud, hein, parce que même moi j'ai le cerveau qui fuse un petit peu. Donc, parmi les muscles de la face avant du tronc, le plus important à mes yeux, non je rigole, c'est pas le plus important, mais c'est le sternocléidiomastoïdien. À chaque fois, j'ai du mal à le dire, mais c'est pas grave. Donc lui, pourquoi je dis que c'est le plus important, c'est parce que c'est un muscle, c'est un muscle latéral du cou. Il se divise en 4 chefs. Je vais expliquer tout à quoi il sert après, mais pourquoi il est important, c'est qu'en fait son volume permet littéralement de marquer comment se tient la tête de votre personnage, qu'est-ce qu'il regarde et l'allure de ses épaules. En fait, dès qu'on marque ce volume-là, ça donne à peu près tout la direction qu'on veut donner à notre perso. D'où l'importance qu'il a en dessin. Bon, maintenant, en anatomie, ce muscle se divise en 4 chefs. Il relie le crâne à la clavicule et au sternum. Donc il y a le chef cléido-occipital, le chef cléido-mastoïdien, le chef sterno-occipital, le chef sterno-mastoïdien. Globalement, retenez que le rouge. Je vais juste... Je crois que j'ai oublié une petite partie. Ouais, j'ai oublié la petite partie où je voulais juste vous faire un petit récap que le tronc, c'est la partie centrale du corps matérialisée par la longueur de la colonne vertébrale. Et du coup, forcément, il y a de nombreux muscles qui s'articulent au niveau du tronc. Il est décomposé en muscles polyarticulaires, de muscles superficiels, de muscles profonds, qui assurent une posture, une stabilité et surtout une protection, parce que mine de rien, les abdos, ça permet de protéger tous nos organes. Donc, j'en retiens à mon muscle sternocléido-mastoïdien, qui permet du coup l'extension du cou. Ensuite, petit récap encore une fois de l'épaule avec notre deltoïde, notre grand pectoral, notre petit pectoral, notre subclavier, notre sous-épineux et est-ce que vous vous rappelez la suite? Non, je rigole. Il y a aussi la sous-scapulaire. Je sais pas pourquoi je l'ai remis comme ça, mais c'est pas grave. C'est le même que sus-scapulaire. C'est le principal rotateur interne du bras. Ensuite, nous avons le dentelé antérieur. Non, antérieur, excusez-moi, je mâche mes mots. C'est le muscle dentelé antérieur, c'est une large nappe musculaire située en fait sur les côtes de la cage thoracique. Et lorsque les épaules sont fixes, le dentelé antérieur maintient le bord de la scapula. Plaqué contre le thorax, il attire la scapula en sonnette externe et en adduction. Ensuite, on a les muscles intercostaux. Les muscles intercostaux permettent de maintenir partiellement la paroi de la cage thoracique. Ils sont aussi des muscles accessoires de la ventilation pulmonaire, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas utilisés en temps normal. Là, on commence à parler de muscles très importants en anatomie, surtout en dessin, le grand droit. Le grand droit est le plus superficiel des muscles abdominaux. Il est situé en avant des obliques et du transverse. Il est occupé par des intersections tendineuses qui forment des rainures lors de la contraction. Ouh, je fatigue. Et en fait, c'est justement ces rainures qui lui donnent sa forme caractéristique de, entre guillemets, tablette de chocolat. Le grand droit est un fléchisseur direct du tronc. En effet, il rapproche le sternum du pubis. Il permet aussi de rapprocher le pubis du sternum, mettant alors le bassin en rétroversion. Ses fonctions, la contraction bilatérale, la flexion du tronc, la contraction unilatérale, soit l'inclination homolatérale et la rotation contralatérale,
L'expiration forcée et la défécation. Super. Et ça protège surtout la cavité abdominale. Ensuite, les transverses. Les transverses, le transverse en fait c'est le plus profond des muscles abdominaux. Il est responsable du gainage et tient une place importante dans le maintien de notre posture. Ensuite on a les obliques. Les muscles obliques font partie des abdominaux. Ils sont composés du petit oblique ou oblique interne et du grand oblique ou oblique externe. Les obliques sont des muscles profonds de la ceinture abdominale. Qui assure l'inclinaison latérale et la rotation du tronc. S'il s'agit des deux côtés à la fois, il fléchit le tronc en avant et l'oblique externe est également un muscle expirateur. Ensuite, nous avons le psoasme. Le psoasme, les muscles du psoasme sont peu connus, bien qu'ils interviennent dans de nombreuses activités physiques, mais aussi du quotidien. Pour preuve, on parle souvent du psoasme iliaque, sans savoir qu'il s'agit en fait d'un ensemble musculaire composé du petit psoasme, du grand psoasme et du muscle iliaque. Il y a également une confusion quant à son rôle effecteur dans le corps. J'ai pas réussi à trouver une photo qui mettait les 3 noms, je suis désolée. Ensuite, il y a le muscle angulaire, qui devait pas être ici, mais c'est pas grave. Dans la diapo, je parle. Donc le muscle angulaire, c'est aussi appelé élévateur de la scapula. C'est un muscle profond de l'épaule qui relie l'omoplate au rachis cervical. Si le point fixe est la colonne vertébrale, il élève la scapula et entraîne une sonnette en interne. Si le point fixe est la scapula, il entraîne l'extension de la colonne cervicale. Ensuite, on a les scalènes. Les scalènes, ils font partie des muscles antérieurs et latéraux du cou. Ils sont situés juste derrière le cléido-mastoïdien. Je savais que j'allais bugger au moins une fois. Les scalènes sont au nombre de 3. Le scalène antérieur, le scalène moyen, le scalène postérieur. Et donc, quelles sont leurs actions, quelles sont leurs fonctions ? Si les côtes sont fixes et qu'ils agissent d'un seul côté, les scalènes entraînent les cervicales en inclinaison latérale. En agissant des deux côtés, ils peuvent accentuer la lordose cervicale. Si la colonne cervicale est fixe, les scalènes élèvent les 2 premières côtes et tiennent donc une fonction inspiratrice. Hop là. On a à nouveau la coiffe des rotateurs. Donc grand rond, petit rond, sous-épineux, sus-épineux, grand rhomboïde, petit rhomboïde, on les connaît. Ensuite, on a le trapèze. Ah oui, pourquoi je les ai redits aussi ? Parce que là, on est parti, on n'est plus la face avant, on est à la face postérieure du tronc. D'où maintenant, on peut voir enfin le trapèze comme il faut. Donc le trapèze, les trapèzes sont des muscles en forme de losange. S'il s'agit d'un des plus grands muscles du corps qui occupe la région supérieure du dos. D'où le fait que j'arrête pas de dire qu'il est important. Le faisceau supérieur est l'élévateur de la scapula. Il entraîne donc un haussement des épaules, l'extension, la rotation et l'inclinaison de la tête. Le faisceau moyen, qui travaille en synergie avec le grand dentelé, permet l'adduction de l'omoplate. Et le faisceau inférieur, lui, il abaisse l'omoplate et entraîne une sonnette en interne. Une sonnette externe. Hop, le grand dorsal. Alors le grand dorsal, c'est le plus grand et large muscle de notre corps. C'est lui qui donne la forme en V du dos. Il s'insère en plusieurs points au niveau des vertèbres dorsales et sacrées. Sur la tête sur la crête iliaque, donc soit le bassin, et les 4 dernières côtes. Il permet un mouvement d'extension et d'abduction et de rotation médiale. On a ensuite les muscles, le petit dentelé postérieur supérieur.
Les noms me fatiguent, je suis désolée. Le petit dentelé postéro-supérieur est un muscle profond du dos. Il est élévateur des côtes et il est donc inspirateur. Ensuite, on a son collègue, le petit dentelé postério-inférieur. Donc lui, c'est un muscle profond du dos encore, et il est abaisseur des côtes. Il est donc expirateur. Ensuite, on a les muscles spinaux. C'est ceux-là que je disais, comme pour le dentelé postério-inférieur, c'est sympa de les connaître, c'est sympa d'en avoir entendu parler, mais pas besoin de les connaître par cœur. Donc, les spinaux, c'est les muscles érecteurs du rachis. On les appelle plus familièrement les lombaires. C'est ceux qui nous font mal. Super. Ils constituent un ensemble de muscles profonds de la région dorsale et par leur contraction, ils vont diminuer la pression des disques intercostaux. Donc il va y avoir l'héliocostal, appelé autrefois le long costal. C'est un muscle superficiel situé sur la région latérale. Il est en érecteur et extenseur du rachis. Le longissimus, appelé autrefois long dorsal, c'était plus simple. Il est extenseur et érecteur du rachis. Il joue un rôle primordial sur la stabilisation de la charnière costo-transversaire. Et l'épineux, appelé autrefois le long épineux, ce muscle permet la stabilisation de la charnière thoracolombaire. Ensuite, nous avons le muscle carré des lombes, un nom très poétique. Le muscle carré des lombes est un muscle en forme de quadrilatère, d'où son nom, qui se trouve dans le bas du dos. Il s'agit d'une source commune pour la douleur du bas du dos. Encore un endroit qui fait bien mal. Quelles sont ses fonctions ? Il a 4 actions. Il y a 4 actions qu'il est capable d'effectuer. L'élévation de l'os iliaque, la fixation de la 12e côte lors d'une expiration forcée, la flexion latérale de la colonne vertébrale et l'extension de la colonne vertébrale. L'extension de la colonne vertébrale lombaire par une contraction bilatérale. Pourquoi changer les noms ? Je te l'explique après cette explication. La dernière action, c'est on considère que la fonction principale du carré des lombes est d'ancrer la colonne vertébrale. Donc, pour répondre à ta question, mes goûts, ils ont changé les noms. Déjà, ça date d'il y a plus de 20 ans. Et parce que, en fait, nous, on avait des noms français pour nos muscles. Sauf que du coup, quand par exemple un chirurgien français parlait avec un chirurgien anglais, c'était un peu compliqué pour la compréhension, tout ça. Donc au final, tous les pays, ils ont eu une sorte de réforme où tous les noms devaient avoir les mêmes, donc qui tirent globalement du latin. Sauf que nous, les Français, on est un peu longs à la détente et ça fait 20 ans que les noms sont officiels et ont changé et c'est toujours pas ancré dans les mémoires de tout le monde. Hop. Et là, je vous remets un petit récap de tout ce qu'on a vu parce que la partie sur le tronc est finie. Donc, quand on regarde sur l'avant, globalement, les volumes les plus importants au niveau du tronc de face, ça va être du coup les pectoraux, tout ce qui est abdominaux, avec le grand droit. Notamment aussi pas mal les dentelés. Si vous faites si vous dessinez et représentez quelqu'un de très très musclé, mine de rien, il va y avoir les dentelés antérieurs qui vont ressortir un petit peu. Pareil pour les obliques. Le sternocléido-mastoïdien, je le redis, toujours hyper important. Je relis un peu les noms en même temps pour vous dire lesquels bien retenir. Pour au niveau de la face postérieure, le trapèze, le trapèze. Bien retenir qu'il ne recouvre pas tout, qu'il y a une petite partie où on peut entrevoir l'infraépineux, le petit rond, le grand rond, au niveau de l'épaule. Le grand dorsal aussi, beaucoup.
Et après, ouais, bien remarquer que le grand dorsal, en fait, il s'entrecroise ensuite avec les muscles des fessiers, même si ça, on le verra dans la prochaine partie. Et du coup, on peut... Bon, là, je vous fais un petit teaser de la prochaine fois. Qu'est-ce qu'on fera? Les muscles du membre inférieur. Hop. Fin du teaser. Donc là, c'est l'heure de la foire aux questions. Si vous avez des questions, je suis là. Si vous n'avez pas de questions, j'ai ça que je peux vous montrer. Oh, je me suis trompée dans le titre. C'est pas grave. Je voulais marquer comme titre des références. Ça, on sent bien que c'est la fatigue. Vivement les fêtes de Noël. Oui, du coup, ce que je peux faire un petit récap. Comment s'améliorer en anatomie. Beaucoup de références. Donc, par exemple, dans les livres. Il y a le livre d'anatomie artistique de l'homme d'Arnould Moreau. Les livres Morpho et Morphoforme synthétisés. Ça a coupé mon nom. C'est pas normal, ça. Je retrouve exactement le nom et j'arrive tout de suite parce que ça me perturbe. Ensuite, il y a des chaînes YouTube. Celle que je connais, c'est celle de Proco. Elle est en anglais, mais globalement, les dessins se suffisent en eux-mêmes et c'est super intéressant. Ensuite, on a les sites de modèles vivants, donc par exemple Line of Action, posemaniac.com. Et le dernier, je le mets quand même, mais Pinterest, où là, je dis bien, attention, ça peut être une super banque de données. Il n'y a pas de souci, on a des super belles références, mais les noms des artistes ne sont pas crédités, donc on ne sait pas d'où sortent les images. Et admettons, un artiste, en fait, il a juste fait un test, mais au final, il a fait des erreurs anatomiques, et que vous reproduisiez ces erreurs anatomiques en pensant qu'elles sont justes, en fait, vous allez juste reproduire des erreurs et peut-être assimiler cette erreur comme vérité alors que c'était pas juste. Et du coup, Morpho. C'est de Michael Laurie, c'est là. Voilà. Et je peux essayer de vous retrouver le lien. Donc encore une fois, est-ce que vous avez des questions? Le temps que je retrouve le lien. Mego, est-ce que toi t'as des questions? Hop. Alors j'arrive avec le lien. Parce que ça m'embêterait que vous ne l'ayez pas. Personne n'est pas, je pas de questions. D'accord, ça m'étonne pas. Je vous retrouve juste le lien du livre. Parce que le livre Morpho, c'est vraiment un livre que j'utilise, que je trouve vraiment bien. Hop, 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 et hop, voilà. Nickel. Écoutez, s'il n'y a pas de questions, je sais pas pourquoi ça m'a fait un truc bizarre. Ah, ok, ça m'a inversé mes slides. Donc si vous n'avez pas de questions, moi je vous propose qu'on termine le live. Hein. Donc merci d'avoir assisté à ce live, d'y avoir participé dans le chat. Et surtout de m'avoir tenu compagnie. Si ce live vous a plu, vous pouvez rejoindre l'association via le lien que je vais vous... Oula, excusez-moi, j'ai un truc qui se passe sur mon ordi, c'est un peu bizarre. Nickel.
Attendez. Yes, Sana fait une pub alors que c'est pas censé faire une pub. Je suis vraiment désolée. Ça va être une fin de live assez chaotique. C'est pas grave, c'est parce que c'est bientôt Noël. Donc ouais, si ce live vous a plu, que vous avez envie d'avoir plus d'infos, n'hésitez pas à rejoindre ou à aller checker notre association. Je vais vous partager le lien à l'instant. Il arrive. Qu'est-ce que je peux vous annoncer? Que du coup, il va se passer quand même plein de choses en cette fin d'année. Notamment que... déjà, je vais vous donner rendez-vous pour la 3e partie de ce live en janvier prochain. Je ne sais pas encore la date exacte, mais si vous avez envie d'avoir tout de suite la date, suivez-nous sur les réseaux sociaux, notamment Instagram. Là, vous aurez toutes les infos possibles et inimaginables. Parce que mine de rien, on est quand même vachement actifs. Hop là. Voilà le lien de notre asso. Pareil, vous avez toutes les informations. Et avant de me retrouver moi en janvier, sachez que vos baristas préférés vous ont prévu pas mal de surprises, comme par exemple un live événement pour Noël qui aura lieu, attention, le samedi 23 à 21h. Et notamment pour la nouvelle année, vous allez avoir l'occasion de découvrir notre nouveau format de live, donc les lives à thème mensuel, comme par exemple celui de Poison, Anatomia Robusta. J'en avais déjà parlé dans mon premier live. En fait, ça va être la suite directe du live que je fais actuellement. Elle va pousser beaucoup plus loin dans l'anatomie, dans notamment les écorchés. Donc moi, ça vous permet de comprendre un petit peu comment fonctionnent les muscles. Elle va vraiment vous montrer comment les représenter. Et du coup, ouais, c'est dans la suite logique. Donc restez à l'affût des prochaines news sur notre Instagram et à bientôt. Je vous fais des bisous. Passez de très bonnes fêtes de Noël. Bon courage à tous ceux que Noël, ça peut être compliqué. En tout cas, nous, toute l'équipe, on vous fait de gros bisous et gros cœur sur vous. Prenez soin de vous. Hop là.